Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. On est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et l'événement majeur de ce 8 février, c'est le bilan du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. Des vies envolées, des chiffres glaçants, plus de 11 700 morts en cette fin d'après-midi. De plus en plus d'habitants qui expriment aussi leur colère, notamment contre le président turc. Président Erdogan, venez ici, il n'y a pas d'aide ici. Ne te montre pas comme ça à la télévision, ne passe pas comme ça à la télévision. Allez, viens, je suis là. Il peut faire ce qu'il veut de moi, il peut faire ce qu'il veut de moi, mais envoie-moi de l'aide ici. Il n'y a pas une seule machine. Quelles peuvent être les conséquences politiques de ce séisme en Turquie, mais aussi en Syrie? Comment l'aide internationale se déploie-t-elle? Réponse dans une minute. Et puis pour notre débat de société, vous le savez, volontairement décalé de l'actualité du jour, on va revenir sur ce constat surprenant et désespérant de la haute autorité à l'égalité femmes-hommes. Dans son baromètre publié le 23 janvier dernier, on apprend que les jeunes de 25 à 34 ans sont plus sexistes que leurs aînés. Influence du porno, poids séculaire d'une société machiste, les clichés ont la peau dure, vous verrez. Mais d'abord, ces femmes, ces hommes, ces enfants trop souvent livrés à eux-mêmes face à ce séisme mesuré à 7,8 sur l'échelle de Richter, image au cœur du désastre commentée par Hugo Lemonnier. Blessés mais vivants. Dans la province de Hatay en Turquie, les secours sont à l'affût du moindre signe de vie, 2 jours après la catastrophe. Le conducteur de la pelleteuse a crié et immédiatement on a entendu les voix de 3 personnes. Nous en attendons d'autres. On a de bonnes chances de retrouver des gens vivants ici. Mais le tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé en pleine nuit et beaucoup ne se sont jamais réveillés. À Gaziantep, la grande ville du sud du pays, les journées sont rythmées par les funérailles. Le président Erdogan reconnaît des lacunes dans l'acheminement de l'aide aux rescapés. Nous avons eu des problèmes à certains endroits au début. Nous avons eu des problèmes sur les routes, mais nous gérons mieux la situation aujourd'hui. Et nous la gérerons encore mieux demain. Il y a quelques problèmes mineurs concernant le carburant. Nous les surmontons un par un. Les autorités turques comptabilisent 8500 morts à ce stade, mais le bilan ne cesse de s'alourdir et la colère monte dans les zones les plus touchées, comme ici à Kahramanmaraş, près de l'épicentre du séisme. Président Erdogan, venez ici. Il n'y a pas d'aide ici. Ne te montre pas comme ça à la télé. Ne passe pas comme ça à la télévision. Moi, je suis là, Erdogan peut faire ce qu'il veut de moi. Il peut faire ce qu'il veut de moi, mais envoyer de l'aide ici. Il n'y a pas une seule machine. Au sud-est de la Turquie, le séisme est venu frapper des populations déjà fragilisées par la guerre, comme ces Syriens qui avaient trouvé refuge dans la ville de Diyarbakir. C'est même pire que la guerre. On était en train de dormir et il est arrivé tout d'un coup. Alors que lorsqu'il y a la guerre, on le sait à l'avance. On se cache dans les sous-sols, les montagnes ou dans le désert. Le tremblement de terre nous a surpris. On n'était pas capable de courir ou de faire quoi que ce soit. On est juste sortis. De l'autre côté de la frontière en Syrie, mêmes images de désolation. Le séisme y aurait fait au moins 2600 morts, d'après le décompte des autorités. Je vous présente tout de suite mes invités. Ayşe Gülsert, bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste indépendante et enseignante à Sciences Po. Georges Malbruno, bonsoir, bienvenue. Grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient et auteur avec Christian Chesneau de ce livre, Le déclassement français, Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique, livre publié aux éditions Michel Lafon. Agnès Levallois, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Et j'accueille Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu, Bonsoir. Éditorialiste politique. On va évidemment longuement analyser les conséquences politiques de ce séisme. Et chez Gülsert, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le bilan global pourrait atteindre les 20 000 morts. Est-ce que ça vous surprend? Il y a eu malheureusement des précédents dans cette région et dans ce Moi, pays. j'étais en Turquie en 99 quand il y a un tremblement de terre avec l'épicentre Izmit, tout près d'Istanbul. Ça avait pris 17 000 morts, malheureusement. Et depuis, chaque Turc, moi compris, on paye des impôts qui sont allés pour tout ce qui est construction, reconstruction et restructuration des bâtiments. On voit bien aujourd'hui, quand on voit 6 000 bâtiments qui sont tombés, plus de 11 700 qui sont morts, bon, Syrie plus Turquie, moi je pense que ça va excéder encore les 20 000. Rien n'a été fait. Et l'une des questions que les Turcs veulent savoir, c'est que où est cet argent ?
où sont partis cet argent et pourquoi les promesses n'ont pas été tenues. Vous voulez dire que déjà, parce que là on est dans le premier temps qui est le temps du décompte macabre, on imagine la population turque totalement sonnée parce qu'elle subit, mais il y a déjà des questions autour de la corruption, parce que c'est ce que vous nous dites. Autour de la corruption, autour de là, à l'heure où je vous parle, depuis quelques heures, Twitter est absolument inaccessible. En tout cas, l'accès presque totalement restreint. Et très difficile et ralenti. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que les Turcs voient depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années. C'est-à-dire depuis que le gouvernement a décidé que tout ce qui est criticisme, tout ce qui est voix dissidente est quelque chose de personnel contre la personne d'Erdogan ou contre le régime, ce qui n'est pas du tout le cas. Là, ce qu'on voit, c'est encore rien. Le nombre de morts, ce que nous allons voir avec l'hypothermie, avec les gens qui étaient dans l'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité, les gens ils dorment dans leur dehors ou bien ils dorment dans leur voiture. Ça, c'est encore les jolies images que nous voyons malheureusement. Dans une semaine, on en reparlera. Ouais. On a entendu à la fois dans les titres, Georges Malbruno, et puis dans le sujet du Meunier, cet habitant alors je vais mal prononcer, c'est Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Merci beaucoup, excusez-moi, qui apostrophe le président Erdogan et qui intègre dans son apostrophe, il dit il peut faire ce qu'il veut de moi, donc il intègre le risque qu'il prend en s'adressant comme ça au président turc. Je trouve que ce témoignage il est éclairant. On parle, la Turquie c'est un grand pays, c'est un pays puissant, Erdogan joue souvent de cette fierté nationale. À quel point ça peut le fragiliser quand même? Ça peut le fragiliser parce que, comme ça a été dit, il a lui-même reconnu de premières erreurs dans l'acheminement de l'aide, des routes qui ont été bloquées. Il y a une très grande colère qui s'exprime aujourd'hui. Et face à cette colère, on a vu que Erdogan, dans un premier temps, effectivement, a reconnu certaines erreurs, mais il a aussi carrément déclaré que ce n'était pas l'heure des critiques et qu'il fallait justement se taire. Et donc, dans un pays où la critique est de plus en plus réduite, ça peut effectivement avoir des conséquences. On est à 4 mois ou 3 mois et demi des élections prochaines. Ça va tendre la situation. Il peut y avoir aussi, il faut peut-être un réflexe nationaliste aussi. Oui. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut jouer, mais au jour d'aujourd'hui, on a vu d'ailleurs, je crois, le chef de l'opposition qui hier a dit ça n'est pas le moment de critiquer, on est actuellement dans le chagrin, dans la douleur, mais aujourd'hui, il commence déjà à critiquer Erdogan. Donc oui, le président Erdogan va être placé devant des moments assez difficiles. Agnès Lehallo, comment vous analysez ce que nous disait chez Oulcert, c'est-à-dire le fait que Twitter soit restreint, voire fermé? C'est nos confrères de l'agence française qui disent sur fond de critiques exprimées contre le régime. Comment vous analysez ça? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de panique un peu de la part du régime? C'est pas la première fois que Erdogan contrôle les réseaux et donc il voit bien qu'il a tout à fait intérêt à essayer de limiter les critiques qui commencent à s'exprimer. Je pense qu'il ne devait pas s'attendre à ce que les critiques arrivent aussi vite. Justement, face à l'ampleur de ce dégât, à l'ampleur de ce drame vécu, je pense qu'il doit être le premier surpris de voir que les Turcs commencent déjà à le critiquer alors que l'heure est véritablement à la réaction. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Mais de voir que l'État, qui est quand même un État fort en Turquie, à la différence de ce qui peut se passer en Syrie, et de voir que cet État, effectivement, est défaillant dans la façon qu'il a d'apporter de l'aide, les premiers secours à la population, suscite de la critique. Et donc, face à ça, il prend tous les moyens à sa disposition pour essayer de limiter, justement, la diffusion de ces critiques qui lui font mal, d'autant plus qu'il est à un moment où il a tout mis en œuvre pour faciliter sa réélection, même si c'est bien trop tôt pour parler de cet aspect-là. Mais je pense que ça l'a complètement fauché. Et donc, il essaye de reprendre la main et de faire en sorte que ces critiques ne circulent pas trop. On reparlera du calendrier des élections dans un instant, Mathieu. Juste pour comprendre, parce que c'est une zone sismique bien connue, est-ce qu'il y a une culture du tremblement de terre, comme au Japon par exemple, que ce soit dans la population, mais aussi des infrastructures de l'État dont vous parliez? Je souris parce que c'est tellement beau et logique la question que vous posez, et c'est tellement illogique ce qu'on voit aujourd'hui en Turquie. C'est-à-dire que il devrait
y avoir... il y a eu... moi, ma mère est née dans une région de l'Anatolie qui s'appelle Erzincan, qui n'est pas très loin de cette région, où en 1939, il y a eu plus de 30 000 morts. Je viens de parler de 99. On a eu des séismes, on a eu des aftershocks qui continuent actuellement. Donc normalement, des répliques, merci. Et donc, normalement, il devrait y avoir... Aujourd'hui, il y a même des secours japonais qui sont sur place, et qui c'est la deuxième fois qu'ils reviennent après 99, et qui doivent être horrifiés de voir que ce gouvernement, que ce pays, sachant géographiquement les risques qui courent, qui n'ont absolument rien fait. Et non seulement ils n'ont rien fait, ils ont laissé faire. Je veux dire quoi en disant laisser faire? C'est laisser les architectes, c'est laisser les contrats, les codes, pour que ça passe pour je vote pour toi, je te donne les permis, etc. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et si je peux me permettre de dire, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui Twitter, c'est pas juste une question de critique. Aujourd'hui, dans les 48 heures, là où nous sommes en train d'aller dans les 72 heures, Twitter est utilisé comme une façon pour la population de dire « j'ai de la famille à cette adresse, il y a 12 personnes dans ce bâtiment de 4 étages, les secours. Allez voir ce qu'il y a, nous n'avons pas... » Ou bien de dire « dans cette province, nous avons besoin de tentes, de nourriture, etc. » Donc c'est vraiment l'information de vie et de mort qui sont en train aujourd'hui sur laquelle ils sont en train de mettre un rideau de fer. Ouais. Voilà. 90% des rescapés sont secourus dans les 72 heures qui suivent un séisme, une catastrophe comme celle-là. Donc effectivement, un réseau social comme Twitter, c'est un outil de sauvetage, tout simplement, dont, alors voilà, ça va être compliqué de faire porter la responsabilité aussi vite ce soir sur le régime, mais bon, c'est ce qu'on peut comprendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, si on essaye de... Moi, je connais évidemment beaucoup moins la Turquie que vous, mais il y a un poids politique qui peut payer le poids de ces décisions, Erdogan. Est-ce que vous diriez ça? Oui, ce qui est clair quand même, c'est que toutes les mesures qui avaient été promises au lendemain justement du tremblement de terre de 1999, avec ce fameux impôt qui a été apposé à la population pour prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Puisque l'on sait, et il y a des sismologues qui le disent depuis maintenant des années, que tout le monde s'attend à une catastrophe énorme à Istanbul même, puisque la deuxième ville importante du pays se trouve sur une zone qui est éminemment dangereuse. Combien d'habitants tout le monde sait... À Istanbul, aujourd'hui, il doit y avoir quoi? Plus de 10 millions d'habitants. On dit 12 millions, oui, mais moi je pense toujours que quand on dit en Turquie 12 millions, ça doit être 15 millions. D'accord. Et donc on voit bien que toutes les mesures qui avaient été promises n'ont pas été mises en œuvre parce qu'il y a une économie informelle énorme et que donc il y a tout un trafic qui se passe à travers les compagnies de BTP, de bâtiments publics, pour la construction, que toutes les normes qui normalement devraient être imposées n'ont pas été respectées. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit dans beaucoup de pays. Pourquoi au Japon, qui est un pays qui est soumis à d'énormes tremblements de terre, lorsqu'il y a un tremblement de terre, il n'y a pratiquement aucune victime parce que toutes les mesures ont été prises dans le cas de la construction, ce qui n'est absolument pas le cas en Turquie, alors que, et je le répète, c'est important, les promesses avaient été faites et que les Turcs ont payé de leur poche dans le cas de cet impôt spécial et que finalement on s'aperçoit que rien n'a été fait. Et quand on a regardé les premières images de ces immeubles entiers qui tombaient, mais comme ça, c'était absolument impressionnant. C'était bien la démonstration que rien n'avait été mis en œuvre pour limiter cela. Oui, et je repose un peu la même question, Georges Malbruno, pour un Recep Tayyip Erdogan qui joue de cette fierté nationale, du nationalisme. C'est quand même un coup assez dur porté à ce discours, à ces arguments. Oui, c'est un coup très dur. C'est la raison pour laquelle il est allé quand même sur place très rapidement. Mais il a essayé de contrer justement cette vague de critiques montantes. Tout ça s'inscrit sur une toile de fond de crise économique sévère. Donc, effectivement, pour lui, c'est une très mauvaise nouvelle. Est-ce que pardon de vous interrompre, est-ce que les critiques de corruption qu'on vient d'évoquer ici, est-ce qu'elles peuvent s'exprimer dans les médias turcs? Quel est le degré de liberté des médias turcs pour voilà, mener ces enquêtes et les partager? Je ne suis pas un spécialiste de la Turquie plus la Syrie, mais de moins en moins, j'ai l'impression. 85% des médias sont sous le gouvernement, sont des partisans du régime. Donc je peux faire passer l'information. Ça limite considérablement les enquêtes après. Donc, on sait que la Turquie, ces dernières années, a considérablement resserré le contrôle sur la presse. Donc, Il y a un parallèle, vous avez commencé à le faire, mais il y a un parallèle politique
qu'on peut faire entre 99 et aujourd'hui? Parce que qu'est-ce qui se passe politiquement dans la foulée du tremblement de terre de 1999? Oui, et ça revient à une question que vous avez posée tout à l'heure aussi, auquel je n'ai pas pu répondre, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne peut pas tout mettre sur ce gouvernement, parce que les gouvernements avant n'ont pas fait leur travail non plus. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien au début des années 2000, la raison pour laquelle le AKP Party, donc le parti politique de Recep Tayyip Erdogan, a été victorieux dans les élections. Oui. Pourtant, c'était un parti politique qui n'était pas du tout connu à l'époque. Donc il émerge. C'est qu'il était venu avec deux choses dont les gens réclamaient. Ouais. Un, ils avaient vu exactement les mêmes images qu'on voit aujourd'hui, en tout cas similaires, en 99, et ils disaient non, ce gouvernement ne prendra pas soin de nous. Et la deuxième chose, c'était la crise économique. Moi, je dis que Erdogan et son parti politique est venu au début des années 2000 à cause d'un tremblement de terre et une crise financière. Aujourd'hui, en 2023, si les élections se font au mois de mai, il partira normalement, logiquement, à cause d'un tremblement de terre et d'une crise économique. Georges Malbruno, est-ce que vous êtes aussi affirmatif? C'est difficile non, parce que je refuse à faire des prévisions. Parce oui, on essaie d'être prudent sur ce plateau. C'est sûr que oui, vous avez probablement raison, mais on est face à un animal politique extraordinaire dans le fait de changer, absolument. Qui est capable de procéder à des revirements de situation. On en parlera, il s'est réconcilié avec ses ennemis arabes. Donc voilà, et Erdogan, je ne sais pas s'il va gagner ou perdre, mais en tout cas, il va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour garder son pouvoir. La crise économique, quand même, c'est effectivement un des éléments de l'équation qui est intéressant. Agnès Levallois, ça complique la réponse du régime et d'Erdogan aujourd'hui? C'est-à-dire que la crise économique quand même atteint tous les Turcs et donc un drame comme celui-ci, en plus d'une situation où il y a une inflation absolument démesurée, où le prix de l'essence est absolument insensé, à une période de l'année quand même où les conditions météorologiques, et ça je pense qu'il est important de le rappeler, sont quand même extrêmement difficiles. C'est une région où il neige, il fait froid et donc il y a des besoins encore plus importants pour la population qui se retrouve dans la rue. Donc il faudra mettre en place des systèmes de tentes chauffées pour sauver ou en tous les cas permettre aux populations de vivre en attendant la reconstruction. Et donc tout ça va s'ajouter quand même aux difficultés économiques que traverse la Turquie aujourd'hui et donc va accroître, me semble-t-il, en tous les cas, les difficultés des Turcs et éventuellement les réactions de ceux-ci face à ce gouvernement. Alors là, pour le coup, évidemment, le gouvernement n'est pas responsable de ce tremblement de terre, mais ça arrive à un moment pour lui, en tous les cas, qui risque de le mettre encore plus en difficulté, sans tirer plus de plans sur la comète, mais on peut simplement dire ça sans prendre aucun risque. Ça va accroître et du coup accroître le ressentiment des Turcs par rapport à la gestion de cette après tremblement de terre. Surtout qu'on l'a évoqué, il y a ces élections qui se profilent. Elles sont prévues, élections présidentielles et législatives, le 14 mai prochain. Aysegul Gülser, elles étaient initialement prévues en juin, c'est ça? Pourquoi Erdogan les a avancées? C'est quoi la stratégie du président turc? C'est un peu ce que Georges Malbruno disait, c'est-à-dire que c'est un animal politique tellement extraordinaire entre guillemets, qu'il doit bien y avoir une raison. La raison, là, je pense qu'il y en a plusieurs. Dans un mois, c'est le Ramadan. Ce gouvernement a toujours voulu de créer une génération pieuse, en un sens d'acheter les votes en donnant à manger, en donnant des facilités. Et c'est, comme on l'a vu aussi avec Sainte-Sophie, la basilique qui était pendant plus de 80 ans un musée et qui est devenue une mosquée depuis l'été 2020. Qui est à Istanbul. Qui est à Istanbul et qui est sublime. Et donc, il utilise tout à son avantage. Donc, il va utiliser le Ramadan pour dire votre père, parce que les Turcs, on cherche un père. Nous sommes éperdument à la recherche d'un père. Ça a été le cas avec Atatürk et c'est le cas avec Recep Tayyip Erdogan. Donc, le père va vous donner à nourrir. Le père prendra soin de vous. Et donc, je pense qu'il va utiliser ça. Deuxièmement, le mois de mai, c'est les 10 ans des manifestations de Gezi de 2013, dont je suis sûre que vous vous souvenez. Donc, je pense qu'il va utiliser cette situation pour dire que s'il y a des émeutes, des manifestations, que ce n'est pas parce que la veine et le mécontentement de Gezi est toujours en vie, mais c'est parce que les gens ne sont pas contents de ce qui se passe avec les élections. Il veut brouiller les pistes et je pense que c'est la raison pour laquelle il a décidé de le faire un mois plus tôt. Son raisonnement, c'est au mois de juin,
il fait très chaud, il y a les vacances, donc je pense à vous, les examens universitaires, donc je pense à vous, on va le faire un mois plus tôt. Est-ce qu'il peut encore changer les dates ? Le président. Je pense qu'il peut faire absolument ce qu'il veut. Simplement, ça risque d'être un peu compliqué de changer à nouveau. Mais on voit bien qu'il est dans une logique où il a essayé finalement, je pense aussi, pour ajouter un point, s'il a essayé de profiter d'une dynamique dans laquelle il pensait une dynamique favorable pour lui, dans le cadre de la guerre en Ukraine, avec cette espèce d'équilibre qu'il a réussi à maintenir entre d'un côté son alliance dans l'OTAN, mais également ses relations privilégiées avec la Russie, la façon qu'il a eu aussi de reprendre des relations avec beaucoup de pays de la région, les pays du Golfe en particulier, mais aussi avec Israël. Et donc, il donne le sentiment d'avoir une dynamique favorable en politique régionale et internationale, où il arrive à être vraiment un acteur incontournable, qui parle pratiquement avec tout le monde, finalement, dans la région, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, je pense qu'il a voulu aussi capitaliser sur cette image qu'il donne aux Turcs et qui est appréciée par les Turcs, de montrer que lui est capable de parler aussi bien avec Poutine qu'avec Biden, qu'avec les Européens, mais qu'avec le roi, le prince héritier en Arabie Saoudite, avec Netanyahu. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui l'a incité, finalement, à profiter de cette dynamique qui était perçue comme telle pour lui, en tous les cas. Et est-ce qu'il y a une opposition crédible et une alternative possible ? Il y a toujours une opposition. On le voit aujourd'hui, que ça soit, on parlait au début de l'émission de Twitter, des réseaux sociaux, il y a des journalistes qui ont été limogés et qui n'arrivent pas à trouver un travail, qui quand même, à travers l'Internet, sont sur le terrain et essayent d'expliquer au peuple, qui utilisent parfois des VPN afin d'avoir accès à tout ça. L'opposition est là, mais le problème qu'il y a, c'est que l'opposition... L'opposition politique dans le cadre d'élections. Oui, tout à fait. L'opposition politique est là, mais elle n'est pas forte, elle n'est pas unie. Déjà, il y a un maire d'Istanbul qui, normalement, aurait remporté, qui, à cause des manœuvres du grand sultan, n'y arriverait pas en utilisant, parce qu'il n'y a plus d'état de droit en Turquie, l'opposition politique aujourd'hui essaye aussi, je pense, à un niveau pas très élégant, mais à leur manière d'utiliser ce qui se passe aujourd'hui pour dire, regardez, ce gouvernement ne fait plus rien pour vous, mais nous, on est là. Et donc, c'est là, mais ça ne va pas être facile, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque sélection, Erdogan et le gouvernement, ils font de leur mieux afin de limiter l'accès pendant les campagnes à la télévision, à la radio des oppositions. C'est-à-dire que ce qu'on voit et on entend quand même comme voix unique, c'est celui du gouvernement. Alors, on va parler de la diplomatie du séisme, parce que c'est vraiment, il faut dire ça peut sembler un peu cynique, mais c'est une réalité. On va appeler Steve Jourdain à nous rejoindre pour nous parler de l'aide internationale, mais d'abord, je vous propose d'écouter le porte-parole de l'Agence humanitaire des Nations Unies. Il appelle les pays à aider la Turquie et la Syrie sans politiser leur aide. Regardez. Le premier effort est vraiment la recherche et le sauvetage. Il y a une fenêtre d'environ 7 jours, c'est ce que l'expérience nous dit, où nous trouverons des survivants vivants. Cela peut arriver plus tard, mais il est vraiment essentiel que ces équipes se rendent sur place dès que possible. Il est impératif que tout le monde considère cette situation comme humanitaire pour ce qu'elle est, une crise humanitaire où des vies sont en jeu. S'il vous plaît, ne politisez pas tout cela. Acheminons l'aide aux personnes qui en ont si désespérément besoin. Steve Jourdain, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. L'aide internationale qui a commencé à arriver hier en Turquie. Il y a donc une géopolitique du soutien aux sinistrés. Alors il faut effectivement distinguer la Turquie et la Syrie. Pour la Turquie, si l'on en croit le président Erdogan, 45 pays ont déjà proposé leur aide. Au total, cela représente 3294 volontaires et 9 chiens de recherche selon les autorités turques. Côté français, 139 secouristes, pompiers et membres de la sécurité civile ont été mobilisés cet après-midi au Sénat. Elisabeth Borne est revenue sur la politique de la France envers Ankara. Écoutez-la. Dès lundi, le président de la République a annoncé la mobilisation de notre pays et proposé une aide d'urgence. Des sapeurs-pompiers, des sapeurs-sauveteurs et des personnels du centre de crise et de soutien sont arrivés sur place. Ils contribuent aux recherches sur le terrain. Ce
qui est intéressant, c'est de se pencher sur les pays qui apportent leur assistance. Parmi eux, l'Union européenne, les pays du Golfe, les États-Unis, la Chine ou encore la Grèce. La Grèce, pays voisin et rival historique de la Turquie. Ces derniers mois, les tensions entre les deux pays étaient extrêmement fortes, autour notamment des questions migratoires et des questions énergétiques. On évoquait même des risques de conflits militaires directs. Le séisme est peut-être en train de faire légèrement redescendre la pression. Écoutez. Nous devons mettre toutes les forces disponibles à la disposition de la Turquie. Il s'agit évidemment d'un tremblement de terre catastrophique dont on ne mesure pas toute l'ampleur. À noter que même l'Ukraine a décidé d'envoyer de l'aide. Une centaine de secouristes vont être dépêchés en Turquie. La Turquie qui fournit des drones à Kiev dans la guerre contre la Russie et qui joue un rôle important dans la médiation avec Moscou. Et maintenant, qu'en est-il de la Syrie ? Tableau très différent pour la Syrie. Pour bien comprendre, on va voir une carte. Le séisme a frappé le nord du pays. Or, si on exclut la ville d'Alep, toutes les zones de la région échappent à Bachar el-Assad. On voit la province d'Idlib, où les localités sont contrôlées par des djihadistes, par des supplétifs turcs ou encore par des Kurdes. Il existe aujourd'hui un seul point de passage entre la Syrie et la Turquie, le point de passage de Bab al-Awa, mais ce corridor est aujourd'hui impraticable. Il a été touché lui aussi par le tremblement de terre, ce qui va compliquer l'acheminement de l'aide dans cette région syrienne, une région qui compte plus de 4 500 000 habitants. Pour l'instant, parmi les pays qui ont proposé leur aide à la Syrie, on trouve notamment la Russie, évidemment, l'Iran, Israël, qui est un pays ennemi et qui a proposé son aide. La Chine a elle aussi annoncé qu'elle allait débloquer plusieurs millions de dollars pour soutenir la Syrie. On le voit, Thomas, l'aide internationale permet de venir en aide aux sinistrés, évidemment, et ça permet aussi de faire de la diplomatie. Merci beaucoup, Steve Jourdain, pour toutes ces informations. On reparlera de la Syrie, on va vraiment y consacrer du temps un peu plus tard, mais peut-être sur la Turquie, un mot, Georges Balbruno. Est-ce que l'aide internationale, on a vu que la France avait envoyé un certain nombre de secouristes, ça peut assouplir, adoucir les relations entre Emmanuel Macron et le président turc ? Oui, ça peut contribuer à adoucir un petit peu, mais on est quand même, j'ai l'impression, retombé un petit peu dans cette... il y a eu un moment de forte tension en 2019, notamment sur la Libye, où on avait des positions diamétralement opposées. Il y a eu presque une attaque turque contre un bateau français. Ensuite, il a fallu à Emmanuel Macron reconnaître le rôle d'Erdogan dans le conflit russo-ukrainien. Et je crois que la Turquie, effectivement, Erdogan, s'il est fortement contesté chez lui, et il a réussi au plan extérieur à apparaître comme un acteur incontournable. Hein. Tu l'as dit, avec les pays arabes avec lesquels il était en grand conflit, l'Arabie saoudite, les Émirats et l'Égypte. Il s'est réconcilié, en partie pour bénéficier des investissements de ces pays-là, parce que justement il est confronté à une crise économique importante. Avec Israël aussi, il a tourné la page. Il est un médiateur entre Russes et Ukrainiens. Et il est, on y reviendra, il a changé de pied vis-à-vis de son ennemi Bachar el-Assad, avec lequel il a engagé des négociations qui risquent comment dirais-je, de reconfigurer définitivement ce qui reste un petit peu à la fois de cette opposition syrienne et de ce conflit syrien. Donc voilà, après Emmanuel Macron les irritants sont quand même beaucoup moins nombreux maintenant entre deux personnes qui étaient d'ailleurs qui avaient un caractère un petit peu semblable, assez sanguin, et donc qui s'étaient affrontés. Mais aujourd'hui, on est retombé un petit peu dans cette... Le ton était monté très haut quand même. Erdogan avait mis en cause la santé mentale du président de la République. On se souvient que parmi les pierres d'achoppement, il y avait la question de la Méditerranée orientale notamment et du conflit avec la Grèce. Et puis il y avait aussi la loi séparatisme qui avait beaucoup irrité, la loi portée en France sur les principes républicains, qui avait beaucoup énervé et excité la Turquie. Via la communauté turque en France, qui est considérée comme un relais, effectivement, souvent de l'AKP ou d'Erdogan, et qui s'en était servi pour, justement, attiser les braises, y compris dans l'affaire Samuel Paty et autres. Il y avait une posture turque qui n'avait pas plu du tout à l'Élysée. Agnès Levallois, on l'a évoqué avec Steve Jourdain, cette aide internationale, elle reflète aussi les rapports de force.
Complètement. On voit bien que dans ces cas-là, il y a des pays qui veulent apporter leur aide pour montrer qu'ils sont, eux, en mesure de le faire. Et donc, c'est toujours difficile aussi pour les pays qui en ont besoin d'accepter, parce que c'est reconnaître aussi une faiblesse et en tout cas des besoins. Alors là, le drame est tel qu'évidemment, la Turquie ne peut qu'accepter cette aide, mais on voit bien ce que ça veut dire de ces rapports de force. Et quand on dit qu'en Syrie, les deux pays qui ont répondu tout au début, c'est la Russie et l'Iran, ce sont les deux soutiens de Bachar el-Assad, plus la Chine, et puis Israël qui joue sa partie, comme à chaque fois, de dire on va présenter une aide, et Bachar el-Assad qui dit mais j'ai rien reçu comme offre, et il est hors de question d'accepter quoi que ce soit. Donc évidemment, on est dans un domaine qui est éminemment politique. Comment elle est perçue, cette aide internationale, et notamment l'aide de la France en Turquie ? Là, au stade où on est, tout est bienvenu. C'est intéressant parce que quand on dit on ne peut pas politiser, moi je dois dire qu'en Turquie, tout est politisé et ça a toujours été le cas. Que ce soit un match de football, un séisme, des élections, tout est politique en Turquie. C'est ça qui a comme fibre qui fait vibrer autour. Après, c'est vrai que Erdogan, ou bien disons le président de ce grand pays de 85 millions de personnes, a été un peu comme un caméléon dans les dernières années. C'est-à-dire que oui, d'un côté, il a parlé de mort cérébrale en 2019 envers Emmanuel Macron que vous évoquiez. D'un autre côté, avec les États-Unis, qui a été un allié pendant très longtemps, là, il accepte aussi l'aide qui vient. Donc, même s'il s'est rapproché, il ne faut pas oublier, des pays arabes, il s'est éloigné de ces pays comme les États-Unis, comme l'Union européenne. N'en parlons même pas du rêve européen d'un jour d'en faire partie, qui est très, 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 très au loin. Et donc, ça a été peut-être un gain du côté des relations arabes, mais ça a été une perte du côté des relations occidentaux. Et Agnès Le Valin, sur les relations, on a entendu le Premier ministre grec proposer son aide entre deux voisins honnis. Alors moi, je ne veux pas non plus surestimer les conséquences d'un séisme comme celui-là, mais qu'est-ce que ça peut provoquer ? Moi, je ne crois pas que ça puisse changer fondamentalement les relations. C'est-à-dire que dans un moment comme celui-ci, il y a la première réaction et chacun se doit d'être humain, simplement. Et donc, votre voisin subit un tel drame, vous allez offrir votre aide parce que c'est tout à fait naturel. Et si après, est-ce que la Turquie l'accepte ? C'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Et donc, vous pouvez qu'apparaître comme étant venant au secours de votre voisin. Est-ce que ça va changer et ça va permettre de restaurer la confiance qui a été perdue entre les deux pays ? Je pense que là, il faut être beaucoup plus prudent. Là, on est dans de l'émotion, on est dans l'urgent et toutes les aides sont absolument indispensables. En plus, la Grèce peut se dire qu'un jour, si elle vit la même chose, elle peut avoir besoin d'une aide. Et donc, il faut aussi être vigilant aux relations qu'on a, en particulier avec nos voisins. Ouais, alors, on va faire maintenant un gros plan sur la situation en Syrie. C'est évidemment plus difficile d'avoir des images et un bilan précis. Le pays est en guerre. Je vous propose, pour commencer, d'entendre ce témoignage. Un homme qui s'appelle Hassan, qui est habitant de Jandaïris. Sa ville est dévastée. Le séisme a détruit 80% de la ville. Même les bâtiments qui ne se sont pas effondrés ont été gravement endommagés. Il y a maintenant plus de personnes sous les décombres que celles au-dessus. Il y a environ 4 à 500 personnes piégées sous chaque bâtiment effondré, avec seulement 10 personnes essayant de les sortir. Et il n'y a pas de machine. Georges Malbruno, on parlait quasiment plus de la Syrie depuis des semaines, depuis des mois. Quelle est la situation ? C'est encore un pays en guerre. Avant ce séisme, quelle était la situation ? Non, c'est un pays qui n'est plus en guerre, en tout cas d'une guerre de haute intensité. Après 12 années de conflit entre les opposants à Bachar el-Assad et le régime syrien. Bon, le régime syrien a sauvé sa peau. Bachar el-Assad a sauvé sa peau. Il règne sur un pays qui est en large partie en ruine. Il a recouvré une partie de la souveraineté sur ce pays, sauf dans cette région d'Idleb, qui était en rouge sur votre carte, qui est aujourd'hui la principale région syrienne touchée justement par ce tremblement de terre. Il y a aussi les régions d'Alep et jusqu'à Hama au sud, qui sont sous contrôle syrien gouvernemental, qui ont été touchés, mais les 2/3, je pense, on est à combien ? 3000 morts, je crois, côté syrien, sont dans la région d'Idleb, qui est une poche au nord-ouest de la Syrie,
qui est la dernière région qui échappe, si on accepte les Kurdes au nord-est, qui ont une relation avec Bachar el-Assad quand même, c'est la dernière région nord-ouest à échapper au contrôle de Bachar el-Assad, où ont été, je dirais, envoyés tous les rebelles dont on ne voulait pas, et en particulier djihadistes, et le seul point de passage, c'est la Turquie. Ces rebelles djihadistes, islamistes, etc., les services de renseignement turcs les contrôlent, et il y a un point de passage, Bab el-Awa, etc. On a vu... Qui a été en grande partie détruit. Qui a été en grande partie détruit. Et donc aujourd'hui, il se retrouve sous les décombres. On a vu des scènes absolument horribles. Et avec donc une absence d'aide humanitaire, ou très très faible. Et puis des pays occidentaux qui... occidentaux, je dis bien européens, en particulier américains, qui ne veulent pas faire passer de l'aide par Damas, parce que Bachar el-Assad, on y reviendra, dit oui, il faut faire passer de l'aide par Damas, mais c'est moi qui la gère après, donc il y a le risque de la dévier de là où elle doit aller. Et puis, voilà, donc c'est une situation extrêmement compliquée, mais il y a une très très grande urgence humanitaire. On a vu des images absolument horribles. Et donc voilà, ça. Alors là, pour le coup, en Syrie, on y reviendra probablement, avec la France qui essaie probablement de profiter de cette crise, on y reviendra. Il y a une politisation de l'aide, parce que pour le régime de Bachar el-Assad, ça va être l'occasion, effectivement, qu'on renoue, sans renouer, mais de dire je suis incontournable, la Syrie c'est moi, il faut aider, c'est une question humanitaire. Lorsque le responsable des Nations Unies dit il ne faut pas politiser l'aide, il a peut-être en tête de dire il faut aussi aider la Syrie. Oui, c'est ce qu'on entendait entre les lignes. Voilà, et donc parce qu'effectivement il y a des Syriens rebelles à Bachar el-Assad qui ont besoin d'aide, mais il y a aussi des Syriens pro-Bachar, en tout cas qui vivent dans les zones, qui ont besoin d'aide. Donc comment les aider, c'est toute la question. Allez-y, Agnès. Oui, ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'avant le séisme, toute l'aide humanitaire pour la région de Idlib, cette fameuse zone qui échappe complètement au contrôle de Bachar el-Assad, passait par Bab el-Awa, donc ce passage avec la Turquie, et qui était négocié tous les 6 mois par la Russie dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU, et avec à chaque fois la Russie qui essayait de faire admettre à la communauté internationale de changer de point d'appui et de passer par un point contrôlé par le régime, parce que Bab el-Awa échappait au contrôle. Et donc, les humanitaires, eux, voulaient un passage renouvelé tous les ans pour vraiment laisser le temps à s'organiser. Et les Russes, à chaque fois, négocient. Et c'est de 6 mois en 6 mois. Et ça venait d'être renouvelé en janvier pour permettre cette aide humanitaire de passer, parce que déjà, en temps normal, cette zone n'avait absolument rien. Donc là, l'aide humanitaire devrait pouvoir continuer à passer par Bab el-Awa, sauf que le point de passage, apparemment, a été détruit par le tremblement de terre. Et donc, la situation aujourd'hui à Idlib, vous avez simplement ce qu'on appelle les casques blancs, qui sont cette force de protection civile composée simplement de bénévoles, de citoyens, qui s'organisent déjà depuis des années, depuis qu'il y a des bombardements sur cette zone, et qui s'organisent dès qu'il y a un bombardement par le régime ou par la Russie pour sauver les Syriens qui sont dans les décombres. Donc il y a une certaine expertise, malheureusement, si je puis dire, et qui se retrouve là en première ligne, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut apporter du soutien, parce que c'est une zone dans laquelle le régime ne rentre pas. C'est vraiment une enclave complètement coupée du reste du monde. Et c'est là où c'est dramatique, parce que cette enclave ne vit que grâce à l'aide humanitaire depuis maintenant des années, mais avec tous les obstacles aussi qui sont mis par le régime et par la Russie qui le soutient, pour limiter, pour simplement permettre une survie, mais sûrement pas plus. Oui, alors on va évidemment analyser ensemble là aussi les conséquences politiques et diplomatiques pour le régime de Bachar el-Assad. D'abord, Mathieu, peut-être un retour sur les relations entre Emmanuel Macron et le dictateur syrien. Oui, parce que je lisais ce matin dans le Figaro un excellent article de Georges Belbruno, ici présent, qui évoquait peut-être la possibilité d'un rapprochement ou d'un changement d'approche, en tout cas, entre Paris et Damas, ce qui m'a fait du coup me pencher un peu sur les relations entre Paris et Damas, qui sont quasi nulles, mais sur certains bougés quand même d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé à l'Élysée en 2017. Il y a eu différentes approches. Différentes approches, en tout cas un vocabulaire différent. En 2017, une de ses premières déclarations, c'est en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Et là, il s'inscrit, Emmanuel Macron, dans la droite ligne de son prédécesseur François Hollande. Hein. Bachar el-Assad est un criminel, il devra être jugé et répondre de ses crimes devant la justice internationale, dit-il. Mais, à l'inverse du pouvoir socialiste qui répétait comme un mantra, vous vous souvenez de Laurent Fabius, Bachar doit partir, Bachar doit partir, eh bien, Emmanuel Macron dit qu'il ne fait pas de la destitution de Bachar el-Assad un préalable par pragmatisme, explique-t-il, parce qu'au fond, il dit on fait ça depuis le début et ça ne sert à rien. Bon, ça n'a pas de quoi réchauffer les relations entre les deux hommes, hein, puisqu'on rappelle que de toute façon, Paris avait rappelé son ambassadeur dès 2012. Voilà. Et fin 2017, Bachar el-Assad lui accuse les Français, dans une grande diatribe, d'avoir les mains tachées du sang des Syriens parce qu'ils se seraient fait les porte-étendards du soutien au terrorisme en Syrie. En fait, c'est une référence, évidemment, au soutien apporté par Paris aux rebelles depuis le début du conflit. Emmanuel Macron juge ces propos inacceptables. Alors, 2018, ensuite. 2018, la France, avec les États-Unis et le Royaume-Uni, vous vous souvenez, lance des frappes contre des sites de production d'armes chimiques, après des attaques du régime contre des civils, des attaques chimiques à Douma. Mais la France n'a pas déclaré la guerre au régime de Bachar el-Assad, précise aussitôt le chef de l'État, qui lancera parallèlement, ça c'est pour l'anecdote, mais quand même une procédure pour retirer la Légion d'honneur, parce que Bachar el-Assad avait été décoré Grand Croix de la Légion d'honneur par Jacques Chirac en 2001. En août 2018, toujours, nouveau bouger. Alors là, c'est devant les ambassadeurs et les ambassadrices. Le maintien au pouvoir du président syrien Bachar el-Assad serait une erreur funeste, dit Emmanuel Macron. Donc on revient à ce moment-là un petit peu à la position précédente. Et en fait, il précise que la position de la France, c'est quand même de tout faire pour qu'il y ait un processus de transition démocratique qui puisse installer quelque chose. Et puis, 2021, 3 ans plus tard, nouveau bouger. Là, on est au moment de la chute de Daesh. Emmanuel Macron à la télévision explique que Bachar est l'ennemi du peuple syrien, mais que son ennemi à lui, c'est Daesh. Et puis il dit Bachar el-Assad sera là, car il est protégé par ceux qui, sur le terrain, ont gagné la guerre, que ce soit l'Iran, la Russie. Donc, il faudra parler à Bachar et à ses représentants. Et peut-être qu'on en est encore là aujourd'hui. Voilà. Alors, si je peux me permettre, exactement, c'est un très bon rappel. Vous oubliez simplement une déclaration d'Emmanuel Macron en juillet 2017, lorsqu'il vient d'être élu. Il dit Bachar el-Assad est l'ennemi des Syriens, il n'est pas l'ennemi de la France. Et donc, là, on se dit Emmanuel Macron pragmatique, lui, il hérite d'une situation, il n'y est pour rien, il va opérer peut-être un par réel politique ou je ne sais pas, un rapprochement avec la Syrie. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu une montée au créneau d'un certain nombre d'anciens diplomates, etc., de Français qui sont allés à l'Élysée, qui ont dit comment ça, etc. Et donc, ensuite, Emmanuel Macron a fait un pas en arrière, ensuite a fait un pas en avant, ensuite a fait un pas en arrière. Et là, ce que vous racontez, les services de renseignement, parfois, on sont allés voir, etc., parce qu'on a 130 djihadistes à Idlib qui sont là-bas. Mais ce que vous racontez, pardon de vous interrompre, dans l'article auquel Mathieu faisait référence, c'est un nouveau bouger, pour reprendre votre terminologie. Il y a maintenant une évolution. C'est que par rapport à 2018-2019, le processus de transition mis en place par les Nations Unies n'avance pas parce que le régime, en particulier, ne veut pas qu'il avance. Il a gagné, donc il va faire aucune concession. Donc on oublie ça. Ensuite, vous avez un certain nombre de pays arabes, en particulier les Émirats arabes unis, qui sont l'allié principal d'Emmanuel Macron. Mohamed bin Zayed est l'allié principal d'Emmanuel Macron. Vous avez aussi l'Égypte, Sisi, qui est aussi un proche allié d'Emmanuel Macron, l'Arabie saoudite, la Jordanie, etc., ont tous renoué avec la Syrie. Non pas par amour pour Bachar el-Assad, mais par réel politique. Il y a des problèmes de réfugiés, il y a des problèmes de terroristes. Et puis parce qu'on est réaliste, parce que Bachar el-Assad ne partira pas du pouvoir. Et donc ce que vous dites dans votre article, la France ne peut pas rater ce train. C'est la question qui se pose, c'est ça ? Ce qu'Emmanuel Macron me l'a dit la semaine dernière, avant le séisme, quelqu'un qui est proche. Emmanuel Macron, probablement poussé notamment par Mohamed bin Zayed et Sisi et d'autres, se dit il y a un mouvement de réhabilitation du président syrien qui est opéré, etc., par le monde arabe. La Turquie, l'ennemi juré Erdogan de Bachar el-Assad, a engagé des négociations pour renouer, pour renouer. Et donc, si jamais ces négociations aboutissent, ça veut dire qu'en grande partie, nos alliés kurdes vont être obligés de renouer avec Bachar et que les forces américaines probablement vont partir. Par conséquent, Emmanuel Macron se dit il va se passer quelque chose. Et comme Emmanuel Macron a l'ambition, il l'a montré en décembre encore lorsqu'il est allé en Jordanie, qu'il a réuni
un certain nombre de pays arabes sur l'Irak, etc. Il veut jouer un rôle d'acteur entre ces différents pays. Et il l'a dit aussi après, il dit sur le Liban, il faut essayer de faire quelque chose un peu sur ce même format. Donc si vous voulez, sur le Liban, donc ça veut dire Syrie, donc ça veut dire, moi je veux pas être absent de ce train qui se met en marche. Et donc effectivement, il y a une réflexion. Alors, les conseillers d'Emmanuel Macron sont loin d'être tous sur la même longueur d'onde et en faveur de ça, parce que Bachar el-Assad a été dépeint comme le nouvel Hitler, donc ça va être compliqué, mais par souci de réel politique, ou parce que, si vous voulez, il se dit, si je veux jouer un rôle au Moyen-Orient, eh bien, la Syrie est incontournable. Donc, il y a cette évolution. Ce qui est important, ça c'était avant le tremblement de terre. Je pense que le tremblement de terre peut permettre à la France de revenir sans le dire, sans forcément renouer avec Bachar el-Assad, mais sous couvert d'humanitaire, à petits pas, sans que ça déclenche un tollé de la part effectivement, de tous ceux, ils sont nombreux, qui réclament que Bachar el-Assad soit jugé pour ses crimes. Un mot de conclusion, Agnès Laloy, sur ce thème. Je crois qu'il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord au sein de la diplomatie en France sur cette question. Il y a quand même des tenants au Quai d'Orsay en particulier qui estiment qu'aucune des conditions n'est réunie pour que la France puisse renouer avec la Syrie, que Bachar el-Assad n'a pas changé. Moi, je dirais pas qu'il a gagné. Il a repris le contrôle du territoire, mais il a gagné sur un champ de ruines. Et donc, il y a vraiment des débats très forts au sein de la diplomatie pour savoir quoi faire. Mais l'idée principale, c'est de dire que rien n'a changé de la part de ce régime. Et donc, il n'y a aucune raison de changer, notre politique. Et que tout ça va s'inscrire, je pense, aussi dans une politique européenne, puisque c'est une politique européenne qui a déterminé les sanctions qui s'imposent à la Syrie et le fait qu'on ne puisse pas normaliser et qu'on ne puisse pas reconstruire tant que les conditions ne sont pas réunies. Et je crois qu'effectivement, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette aide humanitaire? Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas prête à passer par Damas parce que Damas va en faire ce qu'il veut. Et donc, la seule solution, c'est de réouvrir quelques postes au nord de la Syrie avec la Turquie pour permettre l'acheminement dans la zone concernée, qui est beaucoup plus proche d'ailleurs que de Damas, puisque là, les distances sont plus importantes. Merci beaucoup, merci à tous. C'était passionnant de partager votre expertise sur cette région du monde. Je vais rappeler, Georges, le titre de votre livre, Le déclassement français, Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique, publié aux éditions Michel Lafon.